Est-ce que je lis un petit extrait pour que ce soit dans la cohérence? Je parle de ça, de ce que je vous avais lu. Donc c'est un compte-rendu du 3 janvier 1923. A parfois des traits d'esprit curieux. Croit que dans les pralines qu'il a mangées se trouvait la chair de son frère et de sa belle-sœur. Dit à l'infirmier qu'à présent, il les a tous les deux dans le ventre. Quand l'infirmier rentre dans son jeu et lui dit qu'il n'a donc plus besoin de s'inquiéter de leur arrivée, le patient lui répond qu'ils sont déjà partis dans les toilettes. Il y a beaucoup, hein. Je voulais juste faire une parenthèse, mais j'ai pas le temps. Je voudrais prendre à un autre moment, c'est que cette notion d'incorporation, elles sont très importantes pour lui du point de vue de sa théorie de l'image. C'est que c'est complètement présent dans sa théorie de l'image. C'est-à-dire qu'on voit aussi l'intérêt qu'il a pour le rituel du serpent, qu'il a présenté d'ailleurs à peu près par cœur avec des diapositives qui lui avaient été amenées de Hambourg par Saxel. Il y a toute une réflexion sur la psychologie des peuples, au sens de cette époque, et où des phénomènes de cet ordre rituel, la morsure du serpent, etc., font partie aussi de sa recherche scientifique à proprement parler. C'est ça qui est intéressant avec le cas, je trouve. C'est qu'on arrive, à un moment donné, on est sur une frontière, où on n'arrive plus à distinguer très bien ce qui est de l'ordre, on voit bien ce qui est de l'ordre du délire. Par contre, d'un autre point de vue, ces épisodes délirants, ça va être aussi quelque chose à partir de quoi il va lire et comprendre des phénomènes. Et c'est ça qu'il dit dans la déclaration que je vous lirai tout à l'heure au médecin. C'est qu'il a compris des choses qu'il n'avait pas pu comprendre avant. Comme si, ça c'est l'hypothèse de Dumas, comme si le travail qu'il avait fait de psychothérapie avait permis, d'une certaine manière, de faire de sa souffrance un moyen de lire des choses qu'il n'avait jamais pu lire auparavant. C'est ce qui est exceptionnel d'une certaine manière, comme issue, parce que c'est pas du tout une sublimation, c'est vraiment un retournement, ou des notions justement ensuite comme incorporation, etc., qui ont leur propre devenir dans la théorie freudienne, kleinienne, vont avoir un sens différent. Même chose avec l'idée qui est très présente, que Didier Duberman montre très bien. On connaît la notion de surdétermination chez Freud, évidemment, de la théorie du rêve. Et bien, toute la théorie de l'image de Warburg, c'est une notion de surdétermination. Il dit précisément qu'on a trop lu les images à travers le cadre de l'histoire de l'art, etc., alors que les images sont continuellement surdéterminées par des apports qui viennent d'ailleurs, des forces qui viennent d'ailleurs. C'est ce qui fait de lui justement l'inventeur de l'iconologie. Donc on a l'impression qu'entre la crise grave qu'il traverse depuis le début de la guerre jusqu'en 25, ce qu'il avait fait avant, réussi à faire et ce qu'il va faire après, l'épisode psychotique qu'il a traversé, et c'est ça qu'il dit à un moment donné par rapport à la conférence, finalement, si j'ose dire, lui a ouvert l'esprit. C'est comme s'il y avait eu quelque chose, un mécanisme assez difficile à décrire, mais lui dit, on lira le texte tout à l'heure, c'est ça ma guérison. Et les médecins ne veulent pas l'entendre. Voilà ce que ça a provoqué chez moi. C'est pour ça que je trouvais que ce retournement... J'ai l'impression que Binswanger, il a beaucoup appuyé. Il a appuyé, mais je vous montrerai un petit passage où... il est toujours dans sa phase un peu particulière, mais où il est quand même en reproche par rapport à Binswanger de ne pas voir ça. Enfin, j'y reviens trop. C'est à propos de ce moment clé où il donne sa conférence, et puis pour lui, c'est un tournant dans sa maladie. C'est un tournant. Et puis il veut que les médecins, Binswanger, reconnaissent que c'est un moment important. Alors il veut que Kraepelin soit au courant. Et Binswanger n'a pas mis au courant de cette conférence. Il a envie un petit peu d'alerter tout le monde sur le fait que lui, il est comme devenu son propre symptomatologue d'une certaine manière. Ouais. Il a compris quelque chose, il aimerait que les médecins... D'ailleurs, c'est son côté nietzschéen aussi. Ah oui. Complètement. C'est cette question que la maladie est le moteur de la connaissance, au contraire de Freud, où ce n'est pas la maladie qui est le moteur de la connaissance, c'est plutôt la libido. On est vraiment dans des domaines opposés. Il est très nietzschéen sur ces questions, c'est tout à fait évident. Il a une... qui n'avait pas... Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à sa maladie. Comme Nietzsche, il parlait de ça, qu'il fallait s'intéresser à sa maladie, et on a l'impression que Warburg, il s'intéresse... Mais juste avant que vous recommencez, la théorie psychanalytique, elle voit cette histoire d'une manière développementale, parce que la théorie de Melanie Klein est une théorie, la freudienne aussi, développementale. Et c'est-à-dire que
tous les êtres humains passent par cette phase d'incorporation. Et selon la théorie psychanalytique, l'incorporation est une manière d'identification, mais qui est primitive, donc primaire, tandis que l'introjection, ce serait plutôt symbolique. Le passage d'une symbolisation, d'une introjection, c'est-à-dire j'introjette quelque chose des qualités de l'autre sans le manger. Mais ce serait un stade, si vous voulez, l'incorporation, c'est un stade plus primitif où, selon Melanie Klein, tous les êtres humains passent. C'est-à-dire quand on tète le sang, on boit le sang est dans le ventre. Donc, alors, l'image et l'imagination, j'imagine qu'il l'a fait à partir de ça, à partir de ce fantasme. Oui, c'est-à-dire qu'il avait, pour ce que j'en ai entendu, compris, je n'ai pas été non plus dans le détail de ça, il avait une idée, notamment on citait Nietzsche, il avait une idée très nietzschéenne de l'œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas que c'était qu'une figure apollinienne, il pensait que le fond, les forces qui étaient à l'œuvre étaient des forces dionysiaques, chaotiques, et que l'art était une mise en ordre de forces chaotiques. Il n'aurait pas dit pulsionnel parce que ça aurait été trop hégélien, et puis il a été cherché chez Schopenhauer, il était cherché chez des penseurs comme ça, il avait lu un peu Freud, on ne sait pas exactement quoi, on sait qu'il l'avait lu, mais disons globalement c'est plutôt, il pense qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre, des forces à la fois vitales, mortifères, mais aussi historiques, d'où la guerre, d'où l'intérêt pour la guerre, et que l'image, même pas l'œuvre d'art, mais l'image en général, c'est une espèce de point de cristallisation de ces différentes forces. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que Didier Huberman dit qu'il a libéré l'iconologie vers, si vous voulez, pour utiliser les termes freudiens, vers une dynamique. On était dans une statique de l'image, et Warburg fait partie des personnes qui ont vu l'image comme un ensemble de forces dynamiques, en contradiction les unes avec les autres. Il faut essayer de voir, dans une image par exemple de telle époque, ce qui fait ressurgir ensuite une autre force et une autre époque. Enfin, c'est complètement fascinant. Mais c'est l'idée d'un symbolisme, c'est ça que tu disais de la surdétermination. Oui, mais d'un symbolisme. Tout est relié par un symbolisme. Mais d'un symbolisme dont la source est vitale, oui, justement. Et peut-être qu'il a toute une idée, mais ça je vais pas là, il y a toute une idée de la spectralité chez lui. Donc dans son atlas, la succession est importante. Quelle image succède à quelle autre image, comme il est transposé? Dans son atlas, pour ce que j'en ai entendu, mais ça j'aimerais que moi je vais le faire pour moi, j'aimerais étudier plus près, parce que c'est la même chose que je n'ai pas réussi à faire encore. Son atlas, c'est plutôt comme il avait fait sa bibliothèque, c'est-à-dire qu'il mettait certaines images ensemble, d'accord? Si vous voulez, pour prendre une référence un peu psychanalytique par association, plus ou moins libre, comme il mettait certains livres les uns à côté des autres, il pouvait mettre un livre de telle date à côté d'un livre qui avait censément rien à voir d'une certaine manière, et en fait ces mises en rapport donnaient des associations nouvelles et permettaient de les entrer. Et ça c'est très, Huberman dit, c'est, au fond sans qu'il le sache, ou peut-être le savait-il, c'est très freudien ça comme idée, c'est-à-dire qu'il y a une association qui se fait, qui va déclencher des nouveaux rapports et des nouvelles formes de savoir. Mais ça c'est tout un plan qui serait Warburg, que moi j'ai pas suffisamment étudié pour en parler, mais théoricien de l'art, et pourquoi aujourd'hui il apparaît comme quelqu'un qui est l'inventeur un peu de l'interdisciplinarité dans l'image aussi. Oui. Parce qu'il allait chercher, il pouvait aller tout d'un coup chercher dans un, comment dire, dans une comptabilité. On le voit dans le rituel du serpent, où il prend la haut. Enfin, c'est un récit anthropologique. Exactement. Et puis il cite le Laocoon du Vatican, il cite Adam et Ève. Il avait l'idée aussi, dans le sens de ce que tu dis, il avait l'idée, par exemple, qu'on pouvait comprendre, par exemple, une œuvre en effet de la Renaissance, en se concentrant sur les rituels indiens, même s'il n'y avait pas eu directement de rapport. On remarquera par analogie que c'est exactement ce que fait Freud dans Totem et Tabou. Quand il dit que l'impératif catégorique est en lien avec le tabou, ça n'a rien à voir. On sait très bien qu'il n'y a pas de rapport de la Polynésie, etc. Par contre, il y a des rapports structurels. Pas historiques mais structurels, on peut voir éclairer quelque chose à partir de quelque chose qui semble très étrange. Mais c'est une limite quand même fine, on est à la limite de quelque chose qui peut être tout à fait intellectuellement bien construit vers quelque chose qui vire vers le délire, où on voit du symbole dans tout, des significations dans tout. Alors, il y a une limite assez fine, je pense. Je pense que c'est la méthode qu'il a utilisée qui permet tout d'un coup de se dire que les associations qu'on fait sont pertinentes. C'est la méthode qu'il utilise maintenant pour revenir à ses phases délirantes.
L'hypothèse, donc une des hypothèses, me semble-t-il, qui a été posée, c'est que ce qu'il a vécu dans son délire, on a eu conscience ou pas, j'en sais rien, lui aurait permis de mieux construire, notamment à travers cette conférence, ce qu'il n'arrivait pas à faire auparavant, disons. Enfin, mettre des choses en lien, en tirer des significations. Mais ça, je vous propose je n'ai pas encore pour longtemps, qu'on y revienne après. Je voulais juste...